En juin 2022 a eu lieu à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier la conférence internationale Architecture et patrimoine contemporain, réhabilitation autour de la Méditerranée. Cette conférence a été enregistrée grâce au soutien de l'Union des architectes de Méditerranée, l'UMAR, de l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier, l'ENSAM, et des chercheurs et des intervenants. Vous allez retrouver ci-dessous l'ensemble des modules vidéo qui vont vous permettre d'accéder à la ressource de cette conférence. Je vous souhaite un bon visionnage. Chers présidents, chers participants, merci à tous. Tout d'abord, nous voudrions remercier chaleureusement l'UMAR et l'Ordre français des architectes de nous donner l'occasion de nous exprimer lors de cet événement. Et merci également à tous les partenaires, tous les sponsors. C'est vraiment important pour nous, et cette conférence présente une thématique très importante. Donc nous voulons vraiment vous remercier. Quand nous avons vu il y a 2 ans et demi et que nous avons discuté avec l'équipe, nous étions absolument enchantés de faire partie de cet événement important, car nous sommes citoyennes d'Istanbul. Et c'est un sujet crucial pour la ville d'Istanbul. Comment préserver l'architecture moderne, comment la reproduire, comment l'inclure dans notre vie quotidienne, comment maintenir, préserver sa valeur et comment travailler sur cette interaction entre architectes et citoyens. Et donc, pour nous, c'était vraiment un grand honneur de faire partie de cette programmation, de pouvoir intervenir. Et je pense que aujourd'hui, dans tous les pays, la question de l'usage et la valeur de l'architecture est importante pour les architectes de tous les pays aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en valeur l'ancienne architecture et pas seulement détruire et reconstruire? Si on parle de bâtiments qui sont classés, comment est-ce qu'on les préserve, comment est-ce qu'on les réutilise? C'est vraiment un domaine de recherche absolument essentiel. Nous sommes également des universitaires avec ma collègue et donc nous pensons que c'est essentiel. Nous avons choisi un sujet lié à Istanbul pour notre présentation d'aujourd'hui. C'est une ville de 25 millions d'habitants, plutôt grande, et de travailler sur la valeur de l'authenticité de l'architecture en travaillant sur le bazar. Et il y a une histoire dans ce lieu de défense par la Chambre des commerçants locale. Le lieu devait être détruit depuis des années. Et avec la Chambre d'architectes, nous nous sommes battus pour préserver sa valeur et expliquer à la société pourquoi il est important aujourd'hui, en tant qu'architecte, de défendre de tels lieux. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce thème. Et d'un point de vue holistique, si vous voulez, c'est essentiel de réfléchir à la manière d'associer science et art pour la préservation de certains bâtiments. Donc, je voudrais vous présenter la professeure associée Selsen Gözkun qui présentera cette explication avec moi. Et ensuite, nous aurons peut-être le temps pour des remarques et des questions. C'est toujours quelque chose qui est très apprécié par nous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur notre travail, Istanbul, la Turquie. Donc, merci encore beaucoup. Et je donne maintenant la parole à ma collègue Selsen. Merci. Bonjour à tous.
Et je voudrais également remercier vraiment les organisateurs pour notre participation à cette conférence extrêmement intéressante et pour nous y avoir conviés. Avec votre permission, pour rester dans les délais, je vais regarder un petit mes notes, suivre mes notes et les lire. Alors, je vais commencer par donner un peu de contexte historique dans les années 60 et les années 70. Après la guerre, le modernisme était le style dominant avec des cités historiques où on voyait énormément de bâtiments qui étaient abattus. Vous voyez ici à l'écran la référence de Jane Jacobs, l'ouvrage de Jane Jacobs. Par contre, l'intérêt a commencé à croître dans le public pour la préservation du patrimoine urbain dans les cités historiques. Il y a aussi eu une augmentation de l'intérêt donc pour le patrimoine historique de ces bâtiments. Aujourd'hui, on considère que l'architecture moderne est une couche supplémentaire de valeur dans les villes historiques. Pourquoi? Quel est l'avantage des bâtiments modernes? Dans la période des années 60, les villes ont vu l'émergence de l'économie libérale et l'arrivée du secteur privé. Les modes de vie ont changé, ce qui a une influence sur l'architecture. Et une approche plus naturelle a commencé à prévaloir. On peut voir sur cette photo un exemple du nouveau type de vie qui a commencé à émerger à Istanbul à l'époque, dans les années 50 et 60, avec un mode de vie plus américain, avec des voitures américaines à la mode, devant le Hilton, en plein cœur de la ville, avec des bâtiments de style internationaux, ce qui était très récent, très nouveau pour la ville. Et on voyait des femmes qui bénéficiaient de ce nouveau mode de vie. Il s'agissait d'une couverture d'un magazine Tendance à l'époque en Turquie. À l'époque, l'architecture était principalement moderniste. Et on voit ici des photos de 3 emplacements particuliers à Istanbul. Nous voyons ici la mairie. C'est un projet qui a remporté un concours. L'hôtel Hilton, qui a été construit en 1952. Et le Sinar, que vous voyez en haut à droite, là, qui a été de la même manière construit par l'équipe du Hilton. Ici, vous voyez une vision aérienne du quartier de Galata sur cette péninsule historique qui est la partie la plus ancienne de la ville. Certains bâtiments modernes ont commencé à être construits à partir des années 50, comme les bâtiments que je viens de vous montrer. Et Henry Prost, qui était un urbaniste des années 30, a commencé à partir de 1935 à travailler à la structure de la ville d'Istanbul. Ici, vous voyez le bazar. Cette zone a été construite dans la deuxième moitié des années 50, sous l'influence de Prost, puis dans les années 40 et dans les années 50. Et vous voyez à côté un bâtiment qui date du XVIe siècle, qui est un complexe conçu par l'architecte Sinan de l'ère ottomane. Les commerçants de textiles et leurs coopératives travaillaient dans ce bazar, dans la zone ancienne de la ville, dans des bâtiments historiques, et utilisaient un certain nombre de bâtiments historiques séparés. Mais pour se rassembler, travailler ensemble, ils ont créé une coopérative en 1954
et ont commencé à chercher un nouveau lieu où ils pourraient collaborer et rassembler leurs échoppes. Ils ont demandé à la municipalité et ont demandé à avoir de la part de la ville un nouveau site et ils ont obtenu une parcelle en pente extrêmement étroite, longue d'1 kilomètre, le long du boulevard Atatürk, qui était une zone une parcelle le long du boulevard, qui a ensuite été évacuée dû à un incendie. À l'époque ottomane, il s'agissait de bâtiments en bois qui ont donc pris feu et du fait de l'incendie, cette zone avait été complètement désertée et est devenue un bâtiment une terre qui appartenait à la municipalité. Et donc la coopérative a pu s'y installer. Alors en lien avec Henri Prost et son plan d'urbanisme, vous voyez que ce boulevard que je vous montre à l'écran faisait également partie du plan local d'urbanisation élaboré par M. Prost dans les années 50 et il a été mis en œuvre dans les années 50 avec le plein appui du Premier ministre de l'époque. Donc, notre présentation vise essentiellement à attirer l'attention sur ce projet moderniste d'après-guerre et à montrer la valeur de son architecture pour la ville en montrant l'importance des enjeux de conservation sur ce complexe spécifique. Nous voulons également montrer que ces bâtiments devraient être préservés pour l'avenir, pour l'histoire de la ville et la mémoire collective de la population. En 1958, un concours a été lancé pour mettre en place le schéma directeur de la ville. Concernant ce schéma directeur, la question principale était de créer un lien entre les différentes parties de la ville, l'ancien et le nouveau. Ici, il y avait des bâtiments en bois à l'origine et un bâtiment très monumental ici, et en bleu, un aqueduc datant des Romains, donc extrêmement ancien et une partie extrêmement importante de la ville. L'aqueduc Valence. Donc, ce concours d'architecture a mené à la sélection de trois groupes d'architectes. Mais le schéma directeur n'a pris de forme finale que sous la supervision de Micinato et toujours avec le plein soutien de la municipalité en partenariat avec la Chambre des architectes. Après que le schéma directeur ait été approuvé, après le concours des architectes a été conclu en 1960. Le groupe le plus jeune d'architectes au concours. Vous voyez une photo du groupe là à l'écran. Ils ont remporté ce concours et ils ont été sélectionnés pour la réalisation du master, du schéma directeur d'Öckel-Tekel, Sami Siza et Metin Erkbüller. Et ils ont décidé de créer des blocs interconnectés dans un style très moderne. Avant d'arriver à la phase de construction, il y a eu un certain nombre de révisions du projet, notamment dues au processus administratif d'obtention de validation de la part de la mairie. Donc, l'équipe a été sélectionnée en 1960, mais son projet
n'a pu être démarré qu'en 1967, du fait également du processus politique que traversait la Turquie à l'époque, avec un changement de pouvoir politique dans la ville et dans le pays à l'époque, ce qui a ralenti fortement le processus de décision. Enfin, le projet a été validé en 1967. Il y a eu une cérémonie avec le Premier ministre de l'époque. Vous voyez ici la cérémonie et la réalisation enfin du projet, le complexe IMC, qui a été inauguré par le Premier ministre de l'époque. Le complexe exprimait la vision de la modernité de l'époque. Les idées étaient très modernistes. Il s'agissait de maintenir la silhouette de la zone originale, de la respecter, notamment la mosquée Soleimani, en relation avec l'aqueduc de Valence. Les formes et les éléments d'origine étaient respectés, ainsi que les façades. Et vous voyez les formes qui étaient prises en compte ici. Des éléments ont été ajoutés ensuite sur les façades en référence aux bâtiments en bois de l'époque précédente. Donc il ne s'agissait jamais de copie stricte, mais de réinterprétation moderniste. C'était l'objectif de ces architectes. Les blocs bas créaient un mouvement, un rythme esthétique. Et si vous vous souvenez, on parlait tout à l'heure des bâtiments reposant sur la qualité du matériel. Il y a une conférence dans les années 50 qui faisait référence à la ville et à ses différents types de matériaux et qui faisait référence à la structure des blocs de l'époque dans la ville. Et l'urbanisme qu'on appelait mat suggérait d'interpréter, même pour les HLM, les façades d'une manière moderniste. Cela a mené à une approche que nous considérons comme unique du point de vue de l'environnement et de l'histoire. Et la conception moderniste du bazar à l'époque exprimait à la fois la typographie et une sorte de langage spécifique. Mais c'est également un bon exemple d'utilisation de matériaux et de types de proportions avec une structure élégante et moderniste. Autre aspect important, la coopération qu'il y a eu avec les artistes lors de la rénovation de ces bâtiments. Il y a eu un certain nombre d'œuvres artistiques créées par des artistes turcs à différents endroits du complexe. Sélectionnés également à travers des concours. Donc dans les années 60, dans les années 70, des artistes ont été sélectionnés par le biais de concours et ils ont réalisé des peintures murales, des mosaïques, des vitraux, des panneaux céramiques, 8 œuvres d'art qui ont été positionnées à différents endroits du complexe. Aujourd'hui, si vous regardez le bazar tel qu'il existe, on voit qu'il y a des enjeux de conservation. Et comme il y a très peu de budget, les architectes n'ont pas pu utiliser des matériaux de grande qualité. Et on voit que dans le complexe, des endroits sont déjà en train de se dégrader fortement. Les façades, notamment, qui n'ont pas bien vieilli dans le temps.
Certains bâtiments ont changé d'usage. Des entrées couvertes sont maintenant couvertes de publicité, leur fonction a changé, ce qui remet en cause l'intégrité de la façade que l'on voit aujourd'hui et fragilise la beauté esthétique de l'ensemble. Et pour donner une petite idée du contexte en Turquie aujourd'hui, outre les questions de matériaux architecturaux et de leur usage, que la professeure vient de citer, il se trouve que concernant ce bazar, il y a une influence de l'évolution récente de la législation nationale. La loi sur la conservation du patrimoine en Turquie datait de 1983, sans aucune mention de l'art moderniste. Cette loi a été révisée en 1990, puis en 2004, et donne davantage de pouvoir aux autorités locales. En 2006, ensuite, certaines zones historiques d'Istanbul ont été définies comme étant des zones à rénover, et le bazar en faisait partie. Là, vous voyez une de ces zones. Il y a encore des bâtiments avec des façades bois. Cette discussion a amené à une discussion sur la rénovation des bâtiments modernes, modernistes, la potentielle démolition du site, qui a été envisagée donc à cette époque. Le projet n'a pas été étudié de manière transparente et les décisions ont été prises de manière un peu inattendue, sans aucune explication de la part des promoteurs. Mais la société civile s'est farouchement opposée à cette décision, y compris à l'origine les membres de la coopérative, constitués des propriétaires des boutiques, qui sont assez puissants, et les membres de la coopérative ont lancé une procédure judiciaire. Ils ont gagné, ce qui heureusement a empêché la démolition du complexe en 2006. Et c'est en 2008 que le procès a été remporté par la coopérative. Il y a eu énormément de discussions animées. Des membres de la Chambre d'architecture et des membres de la société civile ont également apporté leur soutien à la protection de ces bâtiments. En parallèle, des efforts ont été mis en œuvre pour protéger les œuvres d'art. Comme étant des exemples importants de l'art moderne turc. Par exemple, l'oiseau que vous voyez à l'écran de Kuzgun Akar, qui a été restauré par une collaboration de différentes institutions et a été montré au public avant d'être repositionné à son emplacement initial. Malheureusement, pour l'instant, ce complexe n'est pas protégé sur le plan légal, car il n'est pas classé. Il n'est pas considéré pour l'instant comme un bâtiment qui peut être classé, ce qui est un problème, mais fait l'objet de contributions artistiques
notamment par notre université, par le département de conservation des bâtiments, qui travaille avec un institut culturel. En conclusion, nos recherches cherchent à mettre en lumière l'intérêt de conservation et contribuent à donner une valeur supplémentaire à ce type de bâtiment. Nous voulons également souligner qu'il n'y a pas suffisamment de connaissances de méthodologie de conservation de bâtiments, ce qui crée des conflits entre l'État et la société, comme ça a été le cas avec les projets de démolition du complexe du Bazar. Il est essentiel, en conséquence, d'élaborer des plans d'urbanisme de manière transparente. Il est important d'envisager la classification de bâtiments, de construction architecturale de l'ère moderne, car cela fait partie de notre patrimoine. Et c'est demandé par la société. Leur contribution est essentielle à l'apparence de notre cité, de notre ville moderne, et cela contribue à son authenticité. Il est également important de sensibiliser sur l'architecture moderne, parce que l'opinion du public est essentielle pour la protection de domaines et de bâtiments. Par exemple, nous l'avons fait en organisant une biennale d'Istanbul en 2007 dans le complexe que l'on souhaitait protéger. Et cela a beaucoup aidé à faire mieux connaître l'architecture et potentiellement son architecte, le fait qu'elle soit classée au sein de la population. Donc, le complexe aujourd'hui est utilisé pour un certain nombre d'expositions, d'ateliers d'étudiants. Et il y a un lieu qui est lié à des enregistrements musicaux. Il y a un studio dans cet endroit aujourd'hui. Vous voyez le poster en haut à droite qui promeut la mémoire historique de ce complexe en lien avec des événements culturels musicaux actuels. Et ce complexe a également mené à de nombreux ateliers par des étudiants. Et vous voyez également ici un poster qui montre, par exemple, un travail fait par l'université en lien avec l'université du Venezuela en 2010, réalisé par nos étudiants en thèse qui se sont rassemblés pour discuter d'éléments, d'enjeux liés à ce complexe au sein d'ateliers. Donc aujourd'hui, le complexe a 55 ans. Ce n'est pas seulement un patrimoine architectural, mais nous considérons que c'est également un élément important qui est riche d'enseignements pour les architectes, pour les étudiants, qui a beaucoup de sens et que l'on doit respecter. Cela devrait être considéré comme une couche architecturale à préserver et à transmettre aux générations futures. Merci beaucoup pour votre attention. On a un petit peu de temps si vous souhaitez
poser des questions, c'est le moment. We still Voilà. have a few minutes if you have questions. Alors, il y avait un micro sans fil tout à l'heure. If someone could pass on the microphone in the audience. Thank you for this very interesting. Merci pour cet exposé extrêmement intéressant de ce qui se passe dans ce complexe. Je ne suis pas sûre d'avoir totalement compris. Si vous avez réussi totalement à réaliser un travail de conservation sur ce complexe. J'ai vu qu'il y avait du travail fait sur des œuvres d'art qui ont été restaurées, etc. Mais je ne sais pas très bien ce qui s'est passé en termes de conservation. Je vais expliquer. Comme je vous l'ai montré, il y avait trois architectes ensemble. Un est encore avec nous aujourd'hui, en vie, et il continue d'exercer. Il avait très envie de restaurer cette zone et avait de bonnes relations avec les membres de la coopérative. Donc, il a proposé des possibilités de restauration des bâtiments, parce que, comme je vous l'ai dit, les façades en particulier étaient très abîmées et les matériaux étaient trop dégradés. Et comme il l'a expliqué, il voulait, je le cite, retourner à l'apparence d'origine. Mais même si le budget n'était pas hyper important, la coopérative n'a pas pu rassembler l'argent pour le faire. Donc pour l'instant, il n'y a eu aucun travaux de rénovation. Donc, il y a eu des propositions, mais qui n'ont pas été mises en place pour l'instant. D'accord. Autre question, si je puis me permettre. Je ne suis pas sûre d'avoir complètement compris, mais peut-être que c'est moi. Si une décision avait été prise par le gouvernement pour protéger ce complexe, ou est-ce que c'est toujours simplement une réclamation de la part des ONG? Je ne suis pas très bien sûre. Eh bien, pour l'instant, ça reste peu clair pour nous également, je l'avoue. Nous attendons une proposition de la part de la ville, de la part du gouvernement et de la région. Mais il n'y a pas eu de projet d'urbanisme qui a démarré finalement sur cette zone. Mais clairement, ce n'est pas un lieu classé au patrimoine national. Et même si c'était classé, ce ne serait peut-être pas une protection absolue. Par contre, le fait que la coopérative ait remporté le procès était une bonne chose, mais ça ne protège pas forcément pour l'avenir. Et donc, il pourrait toujours y avoir une autre proposition de démolition. Oui, le danger reste. Oui, ce n'est pas un bâtiment classé. Très intéressante, présentation très intéressante, merci. Que pensez-vous qu'il faudrait faire pour garantir que la zone ne sera pas détruite? À l'international, y a-t-il quelque chose que l'on puisse faire? D'abord, il faut rester présent, ne surtout pas laisser le bâtiment non occupé. C'est pour ça que la coopérative reste présente. Et les membres de la coopérative peut-être pourraient mettre en place une campagne de sensibilisation.
Le micro vient de se couper. Maybe if they they are more aware of the design process. Donc, ils connaissent bien le processus de conception et ils savent que cette conception est très importante. Protect better their places. Donc, ce sont les mieux placés pour protéger le bâtiment. Donc, le rôle des utilisateurs, de la société est absolument crucial. Ils ont vraiment un pouvoir d'influence important. Ils peuvent influer sur les décisions législatives. Et les décisions des administrations locales. Parce que clairement, si les propriétaires des bâtiments ne les protègent pas, c'en est fini. Donc leur contribution également est essentielle. Et vous pensez que les propriétaires sont conscients? Oui, oui. Ce qui est important, ce qui est vraiment positif, c'est qu'ils ne se veulent pas le voir disparaître. Est-ce que cela vaudrait la peine de partager sur les bonnes pratiques, discuter avec eux de l'importance de la conservation? Expliquer aussi qu'il y a des choses qui ont évolué depuis 55 ans et qu'on ne traite pas les choses de la même manière et que quelquefois certaines choses doivent être transformées tout en protégeant le caractère d'origine du bâtiment. Et les sensibiliser à cette implication. Oui, mais pour assurer la continuité du bâtiment, il faut un projet de restauration parce que les bâtiments vieillissent et se dégradent. Donc peut-être qu'un soutien financier à la coopérative pour la restauration pourrait aider. Donc c'est aussi une question d'argent. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante. Et je pense que ça touche à beaucoup de sujets importants qui nous touchent tous également. Hein. Comment est-ce que les représentants politiques et le public en général tendent à ne pas comprendre l'importance de ce patrimoine et donc ne considèrent pas que c'est du patrimoine architectural d'importance. Et donc, c'est pour ça que ces bâtiments ne sont pas classés. On rencontre cette difficulté très souvent sur l'architecture moderne dans de nombreux pays. Faire reconnaître la valeur architecturale des bâtiments modernes et la nécessité de les préserver. Mais autre sujet, on parle d'un complexe qui est assez imposant, mais même pour des plus petits bâtiments, très souvent, la démolition crée un vide dans l'historique architectural, si vous voulez. C'est un problème là où moi je travaille. Quand on détruit ces bâtiments qui appartiennent à des périodes architecturales très importantes et qui aussi faisaient partie de la modernisation de la société, ça fait disparaître un pan de réflexion. Et on oublie d'où on vient. Cette continuité est interrompue. Les architectes ont un rôle à jouer dans la préservation de cette partie de l'histoire contemporaine. Donc, c'est vraiment des grandes thématiques, mais peut-être qu'on va y revenir dans les prochains jours. Autre question, la stabilité structurelle du bâtiment. Et la nécessité de la restaurer. Est-ce que... Pardon, avant de rentrer là-dedans, je voudrais d'abord vous féliciter pour avoir réussi à éviter la démolition. Mais je me demandais si la stabilité structurelle
du bâtiment pouvait également être un argument pour sa destruction. Parce que ça arrive souvent. Et dans quelle mesure est-ce que cet aspect est actuellement étudié? Parce que ça influe sur la décision de préserver ou pas un bâtiment. Absolument. C'est une question extrêmement importante à laquelle on fait face beaucoup en Turquie concernant le patrimoine moderne. Je fais partie de Docomomo Turquie et ça fait partie des sujets qui reviennent constamment face à la décision de détruire des bâtiments modernes. Nous avons élaboré un comité spécifique à Docomomo Turquie avec des connaissances techniques qui discutent énormément sur cette question. Si je reviens à ce bazar et à ses conditions structurelles, eh bien non. Dans ce cas, ce n'est pas un souci, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu des propositions de rénovation urbaine de la part du gouvernement après l'ère Suleiman, dans la zone historique. On considérait que c'était une zone dégradée et donc le gouvernement voulait intervenir. Et dans ces cas-là, on parle toujours de démolition. Mais en l'occurrence, s'ils avaient réussi à détruire à ce moment-là, ils auraient remplacé ce bâtiment par une réplique en bois dans l'esprit de l'ère ottomane, en hommage à la zone avant l'incendie. Donc, on n'a pas évoqué la question de la faiblesse structurelle du bâtiment avec le gouvernement. Et les membres de la Chambre d'architecture étaient également extrêmement opposés à la proposition gouvernementale parce qu'on sait que une réplique, une copie dans ce quartier n'aurait eu aucune valeur complémentaire pour la ville. Sur le plan théorique, c'était vraiment une très mauvaise idée. Et c'est pour ça que tout le monde s'y est opposé. Et les membres de la coopérative, eux, voulaient simplement préserver leur bâtiment. Et c'est pour ça qu'ils ont été au procès. Donc, il y a eu des discussions sur la façade, mais pour la structure, il y a une loi sur les catastrophes naturelles, une loi qui s'appelle la loi sur les catastrophes naturelles de 2006, concernant les bâtiments, parce qu'on fait partie d'une zone sismique. Et donc, les autorités locales et centrales ont utilisé cette loi comme un argument pour démolir le bâtiment et détruire tout bâtiment dont ils pensent qu'il puisse avoir une fragilité structurelle qui ne leur permettent pas de résister à un tremblement de terre d'importance. Donc, de nombreux bâtiments modernes ont été mis à bas, justement, et reconstruits du fait de cette législation. Cela se poursuit d'ailleurs. Et c'est facile. Parce qu'ils prennent un petit morceau du bâtiment, ils l'amènent au laboratoire, le laboratoire dit c'est abîmé, conclusion, il faut le détruire. Donc c'est parfois utilisé comme une excuse pour se débarrasser d'un bâtiment.
quand ils ont envie de construire quelque chose d'autre. C'est donc vraiment difficile en ce moment de s'opposer à cela et de défendre l'architecture moderne. Well, thank you very much. Merci beaucoup.